Programme fondamental, module 1, guide d'étude 1. Le XIXe siècle est une époque où nous avons été particulièrement bénis par la bonté divine, malgré toutes les difficultés de cette période. En plus des énormes contributions culturelles reçues, nous avons été distingués par l'avènement du spiritisme, matérialisé dans le monde physique par le travail inestimable du professeur Hippolyte Léon Denisard Rivail qui, en codifiant la doctrine spirit, a adopté le pseudonyme d'Allan Kardec. C'est le siècle qui a marqué le début des grands mouvements révolutionnaires européens qui ont renversé l'absolutisme, implanté l'économie libérale et démantelé l'ancien système colonial. Ces mouvements s'appuyaient sur les idées rénovatrices de la philosophie et de la science, divulguées au XVIIIe siècle par des esprits rénovateurs appelés illuministes et encyclopédistes. Selon l'esprit Emmanuel, ces idées ont constitué la base permettant de combattre, au XIXe siècle, les erreurs de la société et de la politique, laissant submerger les principes du droit divin, au nom duquel l'on commettait tant de barbarie. Cette pléiade de réformateurs comptait les personnages vénérables de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d'Alembert, Diderot, Quesnay. Leurs leçons généreuses se répercutent en Amérique du Nord et dans le monde entier. Entre les scintillements du sentiment et du génie, ils ont été les instruments actifs du monde spirituel pour la régénération des collectivités terrestres. Emmanuel souligne également que c'est par le sacrifice de ces cœurs généreux que s'est allumée l'étincelle divine de la pensée et de la liberté, substance de toutes les conquêtes sociales dont s'enorgueillissent les peuples modernes. Les États-Unis ont été la première nation à absorber effectivement la pensée rénovatrice des illuministes. C'est ainsi que, après quelques incidents avec la métropole, la Grande-Bretagne, les Américains ont proclamé leur indépendance politique le 4 juillet 1776, scellée par l'organisation postérieure de la Constitution de Philadelphie, modèle des codes démocratiques du futur. L'indépendance américaine a eu de grandes répercussions en France, où elle a éveillé le plus vif enthousiasme chez les Français, humiliés par d'intenses difficultés après le règne extravagant de Louis XV. La conséquence en a été l'enclenchement du puissant mouvement révolutionnaire en 1789, la Révolution française, considérée comme la marque séparant l'âge moderne de la période actuelle, la contemporaine. Les progrès culturels successifs dans tous les domaines de la connaissance humaine déclenchés par la Révolution française ont été si marquants que le XIXe siècle est entré dans l'histoire comme le siècle de la raison, tout comme le XVIIIe siècle a été appelé le siècle des Lumières. Dans le contexte de l'histoire de la civilisation occidentale européenne, le XIXe siècle, tel que les historiens le délimitent, soit la période comprise entre la fin des guerres napoléoniennes et le début du premier conflit mondial, est un des siècles les plus complexes, marqué par une période de profonde transformation politico-sociale et économique qui ont eu le pouvoir d'influencer les générations postérieures. À l'extinction des Lumières du XVIIIe siècle, la France, monarchie gouvernée par Louis XVI, est encore un pays agraire, avec les premiers pas dans l'industrialisation. La société française est constituée de 3 groupes sociaux de base, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Le clergé, également appelé le premier état, représente 2% de la population totale et est exempté d'impôts. Il y a une grande différence de niveau entre le haut clergé, d'origine noble et possédant d'importants revenus provenant des rentes ecclésiastiques, et le bas clergé, d'origine plébéienne, réduit à sa propre subsistance. La noblesse, au second état, fait partie des 2,5% d'une population de 23 millions d'habitants. Elle ne paie pas d'impôts et a accès aux fonctions publiques. Elle se répartit entre la haute noblesse, dont les revenus proviennent des tributs seigneuriaux, des pensions royales et des fonctions auprès de la cour, la noblesse rurale, qui possède des droits seigneuriaux et d'exploitation agricole, et la noblesse bureaucratique d'origine bourgeoise, qui occupe les hauts postes administratifs.
Environ 95% de la population, allant des riches commerçants aux paysans, forment le tiers-État, qui englobe la bourgeoisie, entre autres les fabricants, les banquiers, les commerçants, les avocats et les médecins, mais aussi les artisans, le prolétariat industriel et les paysans. Les bourgeois ont le pouvoir économique grâce aux activités industrielles et financières. Cependant, à l'égal du peuple, la bourgeoisie n'a droit ni à la participation politique, ni à l'ascension sociale. C'est cette situation qui a déclenché une série de conflits, culminant avec la Révolution française le 14 juillet 1789. En dépit des bénéfices sociaux et politiques produits par la Révolution française, dont la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des années de terreur l'ont suivi et ont favorisé le coup d'État de Napoléon Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les idéaux sublimes de la Révolution française ont été dépréciés par l'abus du pouvoir exercé par ceux qui avaient assumé le gouvernement du pays. Selon Emmanuel, dans ces années de terreur, la France a tiré à elle de dures épreuves collectives dans ce courant de folie. Sous l'influence anglaise, la première coalition européenne s'était organisée contre le pays, la France. Dans le monde spirituel, les génies de la latinité se réunirent sous la bénédiction de Jésus, implorant sa protection et sa miséricorde envers la grande nation égarée. Celle qui fut la courageuse et simple fille de Don Rémy, Jeanne d'Arc, revient dans l'ambiance de l'ancienne patrie, commandant de grandes armées d'esprits consolateurs afin de réconforter les âmes affligées et d'ouvrir de nouveaux chemins. De nombreuses caravanes d'êtres flagellés, hors de leur prison matérielle, ont été conduites par elle vers les contrées d'Amérique pour des réincarnations régénératrices de paix et de liberté. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, 1799 à 1815, la politique européenne est centrée sur la personnalité charismatique de Napoléon Bonaparte, l'un des grands chefs militaires de l'histoire, admirateur talentueux qui, parmi d'autres réformes civiles, a promulgué une nouvelle constitution, a restructuré l'appareil bureaucratique, a créé l'enseignement contrôlé par l'État, l'enseignement public, a déclaré la laïcité de l'État, le séparant ainsi de la religion, a promulgué le Code napoléonien qui garantit la liberté individuelle, l'égalité devant la loi, le droit à la propriété privée, le divorce, et adopté le premier code commercial. Au sujet des actions de cet empereur français, Emmanuel nous rappelle que les activités de Napoléon étaient peu liées aux idées généreuses qui avaient conduit le peuple français à la Révolution. Son histoire est parsemée autant de traits brillants que de traits obscurs, ce qui montre que sa personnalité oscillait généralement entre les forces du mal et du bien. Par ses victoires, il garantissait l'intégrité du sol français, mais il parsemait la misère et la ruine chez d'autres peuples. Dans l'accomplissement de sa tâche, il organisait le code civil, établissait de belles formules de droit, mais pillait et insultait l'émancipation sacrée d'autrui par l'action de ses armées pour l'absorption et l'annexion de plusieurs peuples. Son front de soldat peut être couronné, pour le monde, de tradition glorieuse, car il a été un missionnaire du haut, bien que trahi par ses propres forces. Après Napoléon, la France a traversé une nouvelle période de transformation historique par l'adoption de plusieurs principes libéraux de la Révolution, comme l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté de culte et, en plus de toutes les conquêtes politiques et sociales, par l'instauration d'un régime de responsabilité individuelle dans le mécanisme de tous les départements de l'État. L'Église, habituée aux actions arbitraires dans sa forme dogmatique, a dû reconnaître la limitation de ses pouvoirs auprès des masses, se résignant dans cette nouvelle situation. Le mouvement démocratique en France mélange la politique et la littérature. Ainsi, de nombreux écrivains se sont engagés dans la lutte politique et sociale par leurs œuvres et leurs actions. Lamartine et Victor Hugo ont été élus députés. Lamartine,
qui a beaucoup contribué à l'avènement de la République, était même devenu chef du gouvernement provisoire. Beaucoup de ces écrivains, comme Zola, militent pour la cause républicaine ou socialiste. Sous le régime de la Restauration, les questions les plus importantes sont celles d'ordre public. Le Parti libéral exige l'application de la lettre, Constitution, et un élargissement de la liberté qu'elle garantit. Les libéraux, comme Stendhal et Paul-Louis Courier, sont anticléricaux. Chateaubriand devient libéral et prévoit l'avènement de la démocratie. Une autre révolution initiée en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, a entraîné de profondes transformations dans la société, modifiant la physionomie des relations humaines au sein et à l'extérieur du pays. Elle a servi de levier au progrès technologique que nous vivons actuellement par l'invention de machines et d'équipements toujours plus sophistiqués. Elle a favorisé le développement des relations internationales, en particulier dans le domaine économique, commercial et politique, transformant le monde en un village global. Elle a conduit à l'urbanisation de regroupements humains et à la construction des propriétés rurales modernes. Elle a développé le réseau de communication de courte et de longue distance, principalement par l'emploi intelligent de l'énergie électrique et de l'électronique. Elle a étendu les moyens de transport, en particulier aériens et maritimes. Elle a favorisé les recherches médicales et sanitaires dans la lutte pour le contrôle des maladies épidémiques et qui a augmenté l'espérance de vie. Mais la révolution industrielle a aussi produit plusieurs distorsions et certains maléfices, en quelque sorte prévisibles, si l'on considère le retard moral relatif de notre humanité. Les principaux maléfices produits par la révolution industrielle découlent essentiellement des relations travaillistes, malheureusement caractérisées par l'exploitation du travail et par les mauvaises conditions de sécurité et d'hygiène du travail à divers niveaux. Soulignons que les idéaux de la Révolution française et les principes de la Révolution industrielle se sont répandus comme une traînée de poudre sur tout le continent européen, stimulant les révélations libérales qui incitaient la bourgeoisie et les travailleurs à des actions contre le pouvoir constitué. L'Europe du XIXe siècle ressemble à une chaudière en constante ébullition, affectant la vie quotidienne des personnes en raison des changements constants dans le domaine des idées, dans l'organisation des institutions, dans la définition des formes du gouvernement et en vertu des luttes politiques et sociales, des conquêtes scientifiques et technologiques, des organisations éducatives, des questionnements religieux et philosophiques. Les activités artistiques et culturelles du XIXe siècle ont une prédominance romantique. Le romantisme influence les idées politiques et sociales adoptées par la bourgeoisie révolutionnaire de la première moitié du siècle, associant les manifestations romantiques aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. L'inspiration de l'artiste romantique se faisait auprès de personnes simples par une manifestation anti-hélistique et anti-aristocratique. On recherchait la culture populaire et le folklore pour la production de peintures, de sculptures et de pièces musicales. Les œuvres romantiques épiques soulignent l'héroïsme. Les idées artistiques étaient directement liées à la réalité des luttes politiques et sociales de l'époque, les sacrifices de la population, le sang versé dans les batailles et même les difficultés des disputes amoureuses. Dans la production littéraire, soulignons en Allemagne le poète Goethe, 1749-1832, qui, dans Faust, une de ses plus importantes œuvres, rehausse la liberté individuelle, thème repris dans ses autres travaux. Victor Hugo occupe une place exceptionnelle dans l'histoire des lettres françaises. Une grande partie de son œuvre est populaire grâce aux idées sociales qu'il diffuse et par les sentiments humains nobles et simples qu'elle met en valeur. Dans le livre Napoléon, le Petit, Victor Hugo critique le gouvernement de Napoléon III. Dans Les Misérables, il dénonce, comme personne ne l'avait fait, l'état de pénurie des pauvres. Les exemples dans les arts plastiques inspirés du classicisme gréco-romain sont l'Arc de Triomphe et les colonnes existant à Paris, construites sous l'ordre de Napoléon,
Jacques-Louis David, 1746-1828, a légué à la postérité le fameux tableau sur l'assassinat de Jean-Paul Marat, l'un des leaders de la Révolution française. Le peintre français Eugène Delacroix, 1798-1863, leader du mouvement romantique dans la peinture française, fait sur le tableau La Liberté le portrait d'une femme qui, brandissant le drapeau tricolore français, mène le peuple pendant les journées révolutionnaires dramatiques. Le domaine des compositions musicales subit une virevolte. Le virtuose du siècle antérieur est remplacé par des interprétations musicales ayant une forte empreinte émotionnelle. La musique des romantiques n'était pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un moyen de communication avec l'état d'âme. Les grands compositeurs romantiques captent et exécutent des pièces musicales qui soulignent le moment politique. Parmi les compositeurs qui illustrent ce lien, Richard Wagner, la composition musicale Lohengrin, révèle la forte influence des socialistes utopiques et des révolutionnaires de l'époque. Beethoven rend hommage à Napoléon Bonaparte dans sa 9e symphonie. La rhapsodie hongroise de Liszt et les polonaises de Chopin sont de véritables pamphlets de manifestations nationalistes. Le nationalisme, dans la production des opéras de Rossini, Bellini et Verdi, transmet un appel poignant à l'unification de l'Italie. L'apparition de cette forme d'opéra détermine le passage de la musique de chambre à la musique des grands théâtres où un grand nombre de personnes pouvaient avoir accès au spectacle. L'idéalisme romantique s'oppose au réalisme, qui professe le respect des faits matériels et étudie l'homme selon son comportement et dans son milieu à la lumière des théories sociales et physiologiques. Les écrivains réalistes comme Stendhal, Balzac, Flaubert et réalistiques comme Zola ont écrit des romans aux prétentions scientifiques. Zola imite la méthode scientifique expérimentale du biologiste Claude Bernard. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la peinture européenne subit une transformation déclenchée par le mouvement impressionniste. Les peintres impressionnistes visent à capter le quotidien de la vie urbaine et des champs, saisissant sur les toiles les impressions des effets de lumière sur les scènes souhaitées. Les peintres les plus importants de ce mouvement sont Édouard Manet, Claude Monet, Renoir, Cézanne, Degas. Selon Emmanuel, la philosophie n'a pas échappé à ce torrent rénovateur. En s'alliant aux sciences physiques, la science de l'âme n'ont pas toléré la supériorité des dogmes absurdes de l'Église. Les confessions chrétiennes tourmentées et divisées ont vécu dans leur temple un combat de mort. Loin de donner l'exemple de cette fraternité du Maître divin, elles se livraient à tous les excès de l'esprit sectaire. La philosophie s'est alors réfugiée dans son négativisme transcendantal en appliquant à ses manifestations les mêmes principes que ceux de la science rationnelle et matérialiste. Schopenhauer est une démonstration éloquente de son pessimisme et les théories de Spencer et de Comte illustrent nos affirmations malgré la sincérité avec laquelle elles ont été lancées dans le champ des idées. Selon le positivisme d'Auguste Comte, l'humanité a dépassé l'état théologique et l'état métaphysique et est entrée dans l'état positif, caractérisé par le succès des connaissances positives fondées sur une certitude rationnelle et scientifique. Ces idées conduisent aux exagérations du scientisme, où la foi dans la science devient une véritable foi. On croit qu'elle va résoudre tous les problèmes, élucider tous les mystères du monde, rendre inutile la religion et la métaphysique. Cet enthousiasme est révélé dans la fameuse œuvre littéraire de Renan, L'avenir de la science. Les idées anarchistes et les idéologies socialistes de la société de l'époque ont encore des répercussions de nos jours. L'anarchisme est un ensemble de doctrines qui préconisent l'organisation de la société sous aucune forme d'autorité imposée. Il considère l'État comme une force coercitive qui empêche les individus de jouir de la pleine liberté. La conception moderne de l'anarchie naît avec la Révolution industrielle et avec la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, William Godwin développe la pensée anarchique dans le livre Inquiry Concerning Political Justice.
Au XIXe siècle apparaissent les deux courants principaux de l'anarchisme avec une action marquante dans la mentalité des peuples. La première, dirigée par le français Pierre-Joseph Proudhon, affirme que la société doit structurer sa production et sa consommation en de petites associations basées sur l'aide réciproque entre les personnes. Selon cette théorie, les changements sociaux se réalisent sur la base de la fraternité et de la coopération. Le russe Mikhail Bakunin est l'un des principaux penseurs de l'autre courant, également appelé collectivisme. Il défend l'utilisation des moyens plus violents pour la transformation de la société et propose la révolution universelle soutenue par des paysans. Il affirme que des réformes ne peuvent se faire qu'après que le système social existant ait été détruit. Les travailleurs espagnols et italiens sont notablement influencés par Bakunin. Mais le mouvement anarchiste dans ces pays est écrasé par l'apparition du fascisme. Le russe Peter Kropotkin est considéré comme le successeur de Bakunin. Sa thèse est connue sous le nom d'anarcho-communisme et se fonde sur l'abolition de toutes les formes de gouvernement en faveur d'une société communiste régulée par la coopération mutuelle entre les individus et non celle provenant des institutions gouvernementales. Ces idées ont entraîné l'apparition du communisme, marxisme, qui, du socialisme scientifique, s'est transformé en critique du régime capitaliste, sur la base du matérialisme historique. Ainsi, en 1848, le manifeste du Parti communiste, écrit par les Allemands Karl Marx et Friedrich Engels, affirme que le communisme serait l'état final de l'organisation politico-économique humaine. La société vivrait en collectivisme, sans division de classe et sans état coercitif. Mais pour arriver au communisme, les marxistes prévoient un stade intermédiaire de l'organisation, le socialisme, qui instaurerait une dictature du prolétariat pour garantir la transition. Ces mouvements politiques ont fait face aux pratiques religieuses conduites par l'Église catholique qui, déviée des principes moraux de l'établissement d'un empire spirituel dans le cœur des hommes, se rapproche trop des nécessités politiques de la noblesse régnant en Europe. Ce rapprochement avec le pouvoir royal a eu des conséquences désastreuses, ouvrant le champ à des discussions sur le rôle joué par l'Église en particulier et par la religion, qui était un synonyme de mouvement religieux de l'Église, catholique ou réformée, erreur qui persiste de nos jours dans la pensée religieuse de la majorité des Européens. Dans ce contexte est apparu le catholicisme social, mouvement créé par Lamennais, qui recherchait un idéal de charité et de justice selon les enseignements de l'Évangile. Lamennais a rompu avec l'Église et s'est ouvertement déclaré socialiste. Lacordaire et Montalembert se soumettent sans abandonner l'action généreuse, charité et justice. La fragilité démontrée par l'Église catholique devant ces attaques a ouvert le champ à l'expansion des doctrines divulguées par les églises réformées. En vérité, la propagation du protestantisme en Europe et en Amérique, de même que la multiplicité des interprétations doctrinales apparues au long de son évolution historique, se produisait depuis le XVIe siècle. Les questions soulevées sur le rôle de la religion dans une période où la société était soumise à un relationnisme dominant ont émané les théologiens et les intellectuels protestants du XIXe siècle à revoir les textes bibliques et même à une étude critique de la raison d'être du christianisme. C'est à ce moment historique que sont apparues les théories du salut par la foi, dogme considéré indispensable à l'expérience religieuse de chaque personne et au besoin social de l'homme de croire en Dieu et de le sentir. Dans le domaine de la science, les changements ont été significatifs, fondamentaux pour le progrès scientifique et technologique des jours futurs. La découverte de la planète Neptune par Leverrier, les travaux de Louis Pasteur sur la microbiologie, les études de Pierre et Marie Curie dans le domaine des énergies émises par le radium et la théorie de l'origine et de l'évolution des espèces de Charles Darwin. L'apparition de la machine à vapeur révolutionne les moyens de transport. Le développement de l'industrie et sa concentration progressive
entraînent une augmentation considérable du prolétariat urbain et de l'assiduité des questions sociales. Le mouvement industriel nécessite des opérations bancaires et permet l'édification de nouvelles fortunes. La riche bourgeoisie accélère son ascension et devient la classe dominante, force politique et sociale. L'argent est un thème littéraire de premier ordre, inspirant des auteurs peignant l'insolence de ses privilèges ou la misère de ses victimes. En opposition avec toutes les époques précédentes, la période de 1830 à 1914 correspond à l'apogée du progrès scientifique. Les conquêtes de cette époque ont été nombreuses et ont dévasté plus profondément les secrets des choses et révélé la nature du monde et de l'homme en y projetant une lumière insoupçonnée jusqu'alors. Le progrès scientifique phénoménal de cette époque a résulté de plusieurs facteurs. Il est dû, dans une certaine mesure, aux stimuli de la révolution industrielle, à l'élévation du niveau de vie et au désir de confort et de plaisir. Toutefois, une révolution différente a également marqué cette période. Nous parlons de la révolution morale proposée par le spiritisme naissant. Le XIXe siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde, menant tous les pays vers des réformes utiles et précieuses. Les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa magnanimité, allait partager le pain sacré divisé de l'espérance et de la croyance entre tous les cœurs. Allan Kardec, dans sa mission d'éclaircissement et de consolation, était accompagné d'une pléiade de compagnons et de collaborateurs dont l'action régénératrice ne se limitait pas aux problèmes doctrinaux, mais couvrait tous les secteurs de l'activité intellectuelle du XIXe siècle.